Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. 10 ans après la mise en œuvre du code de conduite de Yaoundé, les États côtiers du Golfe de Guinée se félicitent des progrès enregistrés dans la zone E qui regroupe le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger. C'est à la faveur d'une rencontre dédiée à la célébration des noces d'étain de cette architecture de sûreté et de sécurité maritime. C'est aussi le lieu pour les pays membres d'équiper leurs marines respectives en matériel de surveillance et d'intervention. Nous parlerons également de la 5e réunion bilan du projet régional TB-Lab et la 8e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les différents acteurs se concertent du 11 au 16 décembre 2023 dans le cadre du bilan du projet TB-Lab, le point de la cérémonie d'ouverture des travaux dans ce journal. Et pendant ce temps, le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines procède au lancement officiel du 44e forum des mines du pétrole de la CEDEAO. Ce forum que le Bénin aura l'insigne honneur d'abriter en février 2024 va réunir plus de 2000 acteurs du secteur qui viendront de différents pays de la CEDEAO, de l'Afrique et d'autres continents. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le préfet Alain Enronla a démarré ce mercredi sa tournée statutaire dans le département du Littoral, subdivisé en 3 parties. La première étape de cette tournée a réuni les populations des 6 premiers arrondissements de la ville de Cotonou. Cette assise s'est déroulée à la Maison du Peuple d'Akwakwa en présence de la secrétaire exécutive de la mairie de Cotonou et bien d'autres autorités de la municipalité. Nous allons suivre. Voici le moment ici choisi pour la rencontre d'échange annuel entre l'autorité préfectorale du littoral et les populations des 6 premiers arrondissements de la ville de Cotonou. Une rencontre qui offre l'occasion aux élus locaux de faire part des problèmes auxquels ils sont confrontés, chacun dans leur arrondissement. Les problèmes sont pareils dans tous les arrondissements. Alors, quelques-uns, éclairage dans tous les quartiers. Difficulté pour les écoles primaires publiques de gérer le paiement des gardiens et des factures d'électricité d'eau, je crois bien. Les représentants des chefs quartiers, des sages, des femmes et des jeunes ont eux aussi exprimé leurs préoccupations au préfet et toute sa délégation. Entre autres préoccupations, la question du chômage des jeunes et celle de l'ouverture des marchés nouvellement construits dans la ville. Les préoccupations exprimées, je vais commencer par le chef d'arrondissement, sont en réalité des préoccupations auxquelles eux-mêmes auraient dû apporter des réponses et des solutions. On n'est pas élu pour rien, on n'est pas chef pour rien. On a parlé de chômage. Nous avons une agence nationale pour l'emploi qui n'est pas fréquentée. Nous avons des programmes d'insertion dans l'emploi qui sont boudés. À qui la faute? Les voies plus autorisées vous diront pourquoi les marchés ne sont pas encore fonctionnels. Il y a des choses à organiser. Mais la question que je voudrais nous poser, est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes déjà dignes de rentrer dans ces marchés? Au cours des échanges, le préfet du littoral n'a pas manqué de rappeler à tous ses administrés l'importance de consolider et de pérenniser les efforts qui sont fournis par le gouvernement dans la municipalité. Dans nos opérations de libération, il y a beaucoup de chefs quartiers ou des gens comme tels qui disent aux populations « Faites pas attention, ils vont s'en aller et vous allez réoccuper. » Parce qu'ils n'ont pas envie de se rendre impopulaires. Ce qui se fait à la tête de notre État doit être reproduit par chacun d'entre nous. Que chaque Cotonois se sente impliqué. Je mets donc cette tournée statutaire sous le sceau du sursaut patriotique et de la responsabilité. Après cette étape, la tournée statutaire du préfet va se poursuivre avec l'étape suivante qui va réunir les 7 derniers arrondissements de la ville de Cotonou. À l'issue de cette dernière, va s'en suivre la 3e et dernière étape avec les élus municipaux pour faire la synthèse de la gouvernance dans le département.
10 ans après la mise en œuvre du code de conduite de Yaoundé, les États côtiers du Golfe de Guinée se félicitent des progrès enregistrés dans la zone E qui regroupe le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger. C'est à la faveur d'une rencontre dédiée à la célébration des noces d'étain de cette architecture de sûreté et de sécurité maritime. C'est aussi le lieu pour les pays membres d'équiper leurs marines respectives en matière de surveillance et d'intervention. Ingrid Der, Achille Soubérou pour le reportage. Le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Niger se réjouissent ici des avancées notables enregistrées en ce qui concerne la sécurité maritime dans la zone E. Des progrès réalisés grâce au code de conduite de Yaoundé relatif à la prévention et répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre, adopté le 25 juin 2013 au Cameroun. Ce code est élaboré par nos soins et pour nous-mêmes, avec l'appui et l'assistance de nos partenaires, nous a permis d'avancer en matière de sécurité maritime, prouvant ainsi qu'ensemble, on est plus fort. Nous avons atteint l'objectif fixé en partie et nous en sommes fiers car nos espaces maritimes sont de plus en plus sûrs. Les résultats des actions entreprises dans le cadre de l'implémentation du Code de conduite de Yaoundé sont probants, car le nombre d'actes de piraterie et de vols à main armée en mer a considérablement baissé en général dans le golfe de Guinée et particulièrement dans la zone E, grâce à nos actions concertées. Aux côtés de ces États, pour évaluer les retombées de ce dispositif de sécurité maritime, plusieurs partenaires. Les réflexions se mènent autour du thème 10e anniversaire du Code de conduite de Yaoundé, impact sur le domaine maritime de la CEDEAO. Après 10 ans de mise en œuvre du Code de conduite de Yaoundé, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru et du résultat obtenu au regard du climat de sécurité et de sûreté qui règne dans l'espace maritime de la zone E, grâce au renforcement de la coopération maritime et au soutien constant des partenaires internationaux, je veux citer l'ONU, d'ici, l'Union européenne, etc., qui n'ont cessé de nous accompagner dans notre quête quotidienne de disposer d'un Golfe de Guinée sûr. Ce processus est né à la suite de l'appel du Bénin, qui, par une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, a conduit à l'adoption de 2 résolutions du Conseil de sécurité, par lesquelles les États membres de la CEAC et de la CEDEAO ont été appelés à développer une stratégie régionale de sécurisation de leur domaine maritime commun avec l'appui de la communauté internationale. La célébration des noces d'étain du Code de conduite de Yaoundé est aussi le lieu pour ces États d'équiper leurs marines respectives en matériel de surveillance et d'intervention afin d'obtenir à l'avenir des résultats plus probants et tangibles. Parlons à présent de la 5e réunion bilan du projet régional, la TBLab, et la 8e réunion annuelle des coordonnateurs des programmes nationaux contre la tuberculose des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les différents acteurs se concertent du 11 au 16 décembre 2023 dans le cadre du bilan du projet TBLab. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi à Cotonou. Francais Lamosso. 8 années après la mise sur pied du réseau de lutte contre la tuberculose, l'heure est au bilan. Une centaine de coordonnateurs venus de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis ici pour faire le bilan du projet régional des laboratoires de recherche sur la tuberculose, TBLab, et examiner la gestion des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose. L'objectif ici est de faire le point des avancées du projet et des difficultés rencontrées. Cette réunion de cette semaine qui vient après la réunion que nous avons pu organiser l'année dernière à Lomé, cette réunion nous permettra de faire le point des différentes avancées que nous avons eues, mais également les difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour que, ensemble, nous puissions continuer à améliorer la lutte contre la tuberculose dans notre espace
régional. Le représentant résident de l'OMS Bénin a exprimé sa reconnaissance à tous les partenaires et aux acteurs pour les différents accompagnements et actions menées depuis la mise en œuvre du projet dans le cadre de l'élimination de la tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il exhorte de ce fait les coordonnateurs et délégués à s'engager encore plus pour l'atteinte de l'objectif commun. Chers participants, mesdames et messieurs, nous sommes donc ici pour évaluer nos réalisations, tirer les leçons de nos expériences et surtout établir une vision stratégique pour l'avenir. Nous sommes ici pour renforcer nos liens, pour échanger nos bonnes pratiques, pour s'inspirer des succès des uns et des autres. Je vous invite donc à saisir pleinement cette opportunité d'échange et de partage. Engageons-nous à faire de cette réunion une étape cruciale dans notre combat contre la tuberculose. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, ce réseau représente un véritable catalyseur de la lutte contre la tuberculose. Il a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations aux différents coordonnateurs du projet et les invite à continuer le combat pour arriver à bout de ce fléau. Les défis étant colossaux sur tous les plans, le plan programmatique, le plan communautaire, mais aussi sur le plan financier. Et tous ces défis ont été encore démultipliés par la récente pandémie de la COVID-19 qui a annihilé nos efforts des dernières années. Nous devons donc continuer le combat en persévérant et en nous adaptant, en innovant. Bref, nous devons aller de l'avant pour arriver dans un futur proche à bout de ces fléaux millénaires. Pour rappel, le réseau de l'Afrique de l'Ouest des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose a été créé en juillet 2015 avec le soutien d'un programme de recherche et de formation sur les maladies tropicales de l'OMS et celui du Fonds mondial. L'initiative a été étendue en Afrique centrale avec la création du réseau régional centrafricain de lutte contre la tuberculose. Les deux réseaux sont dirigés par le même secrétariat basé à Cotonou et comptent à ce jour 27 pays. Santé toujours, vous résidez à Parakou ou ses environs et vous êtes à la recherche d'une clinique adéquate pour des soins de qualité. Plus de soucis à vous faire, la clinique médicale Le Médium qui vient d'ouvrir ses portes vous offre désormais un cadre adéquat de confort et surtout de sécurité sanitaire. L'infrastructure implantée au quartier Tiangoro dans le 1er arrondissement de Parakou a été inaugurée le samedi 9 décembre 2023, ceci à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives. Nous allons suivre. La traditionnelle coupure du ruban, voilà qui inaugure officiellement la clinique médicale Le Médium, un centre sanitaire du jeune docteur en médecine, juste dans Rouillon, connu aussi comme spiritualiste et prêtre du Fa. L'idée de cette clinique est née de ma passion et de ma volonté d'apporter des services de santé de qualité à ma communauté. Le nom Médium, puisqu'il s'agira pour cette clinique de soigner au-delà du réel, de soigner physiquement, psychologiquement et spirituellement. Ce centre apportera, sans distinction de race, d'ethnie, de rang social, de religion, ses services à toute personne malade et dans le besoin de se faire soigner. Érigé sur une superficie d'environ 600 mètres carrés, avec un coût global évalué à plus de 68 millions de francs CFA, la clinique médicale Le Médium dispose d'un personnel de qualité, composé entre autres de médecins permanents, d'infirmiers, d'aides-soignants et de techniciens de laboratoire. Tous ces détails suscités nous permettront d'offrir à nos paisibles populations des prestations en médecine générale, de prendre soin des femmes enceintes à travers des consultations prénatales de qualité, des consultations spécialisées en gynécologie obstétrique, en cardiologie, en neurologie et j'en passe. Juste dans Rouillon, plus connu sous le nom de Prince Vouillon, a reçu la bénédiction de ses parents du roi de Parakou, ainsi que de l'onction des autorités de la ville. Je demanderai à la population du 1er arrondissement de faire confiance à ce joyau, mais cette confiance dépendra du promoteur. Courage à vous, au nom du conseil communal et à mon nom, nous vous disons et nous disons au médium, bienvenue, bon vent à cette clinique. La santé est une chose si importante
beau être l'œuvre des seuls médecins. Tous, nous devons contribuer à faire de votre centre un lieu d'épanouissement, un lieu de succès. Une visite guidée des différents compartiments du joyau a mis fin à la cérémonie d'inauguration avec déjà une bonne nouvelle pour les populations. Les consultations dans le centre sont gratuites entre le 11 et le 15 décembre 2023. Rencontre des parties prenantes de la mise en œuvre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine à Cotonou. Les acteurs impliqués étaient en atelier de capitalisation des retombées après 3 ans d'exécution dans les communes de Cotonou et de Parakou. Il ressort que la mise en place de ces projets par l'Agence belge de développement ENABEL et l'accompagnement de l'Union européenne est d'un intérêt capital pour les bénéficiaires. L'atelier de capitalisation marque la fin de la première phase. Teddy Goudalo pour les détails. Des différentes analyses des résultats. 2 projets phares du programme police de l'Agence belge de développement ENABEL sont ici en phase de capitalisation. Il s'agit des projets d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine du Bénin et de son volet gestion de crise. Après 3 années d'exécution des 10 projets, les parties prenantes se retrouvent pour dresser le bilan. Ces 2 projets sont financés, comme vous le savez, d'une part par la Belgique et d'autre part par l'Union européenne pour ce qui concerne le volet gestion de crise. Il s'agit de 2 projets ambitieux qui répondent aux orientations prises par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour moderniser les dispositifs de sécurité et pour assurer aussi la quiétude par la prévention des menaces et la résolution des problèmes de sécurité en s'appuyant plus spécifiquement sur l'approche police communautaire. Les financements de l'Union européenne visent en particulier à soutenir les efforts en matière de gestion des crises. Les PAOCRI contribuent à la mise en place d'un mécanisme de veille et de surveillance par le biais d'un soutien spécifique au Centre de prévention et de gestion des crises de la police républicaine. Quant à l'approche de la police communautaire, sa mise en pratique a entraîné des retombées significatives, dont la réhabilitation de plusieurs commissariats d'arrondissement. Le volet gestion de crise du projet a également enregistré des résultats notables, dont la création au sein de la police républicaine du Centre de prévention et de gestion de crise et celui de veille et d'alerte pour la transmission de l'information en temps réel. L'appui remarquable à l'opérationnalisation du Centre de prévention et de gestion de crise, CPGC, constitue l'une des réalisations pertinentes du PAOCRI car elle a contribué à placer la police républicaine au centre des disciplines intervenant dans la gestion des événements majeurs en République du Bénin. Cet atelier de capitalisation, dont l'objectif est de partager les résultats des projets PAOP et PAOCRI et de créer l'opportunité de dialogue autour des perspectives de durabilité des acquis dans ce secteur au Bénin, marque la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'opportunités, de coopération et d'engagement en matière de sécurité. À travers une projection de film documentaire, les bénéficiaires des 2 projets ont manifesté leur satisfaction suite aux impacts qu'ils ont engendrés. Je l'ai annoncé en début d'édition, le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines a procédé ce jeudi au lancement officiel du 44e forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. Ce forum, que le Bénin aura l'honneur d'abriter en février 2024, va réunir plus de 2000 acteurs du secteur qui viendront de différents pays de la CEDEAO, de l'Afrique et bien évidemment d'autres continents. La cérémonie de lancement officielle s'est déroulée ce matin à Cotonou. Candide Ronrinta pour plus de précisions. Il est déclaré officiellement lancé ce jeudi 14 décembre 2023, la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO. C'est ainsi que démarrent les préparatifs de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, ECOMOF 2024. Il s'ouvre à exactement 70 jours du forum dont le Bénin a réussi à obtenir l'organisation après la 3e édition qui s'est tenue au Niger.
C'est l'occasion choisie pour annoncer les couleurs de l'événement dont les objectifs sont entre autres la promotion des potentiels miniers et pétroliers des États membres de la CEDEAO, ainsi que la responsabilité sociale des entreprises et la sensibilisation des parties prenantes sur les enjeux du développement de leur communauté locale. En termes de contenu, ECOMOF connaîtra des conférences thématiques de haut niveau, des expositions indoor et outdoor, des rencontres d'affaires B2B, B2G et G2G, des événements spéciaux de networking, des awards qui seront décernés aux meilleurs acteurs du secteur public et du secteur privé en Afrique de l'Ouest, également des visites d'unités industrielles et commerciales, des visites touristiques pour l'ensemble du monde entier qui sera présent à côté de nous à l'occasion de l'événement. Cette 4e édition de l'ECOMOF est une organisation du Bénin et de la CEDEAO avec l'appui technique du cabinet CEMICA. Elle est axée sur le thème ressources géostratégiques et technologiques. Quelle stratégie de mutualisation pour la création des valeurs ajoutées en Afrique de l'Ouest? C'est pour répondre au désir et à l'aspiration collective de continuer à tracer une voie inclusive vers le développement optimal de ces industries dans la communauté que le thème a été choisi pour cette édition, c'est-à-dire la transformation de nos ressources minières pour en tirer la meilleure valeur ajoutée possible pour le bénéfice exclusif du bien-être de nos populations. Conscients des différentes potentialités dont regorgent la plupart des pays du continent, ils entendent tout mettre en œuvre pour une exploitation responsable de ces ressources au grand bonheur de l'Afrique. Ce forum, cette 4e édition arrive à point nommé où des panélistes, des experts du monde entier nous allons inviter en collaboration avec la CEDEAO, les autres ministres et les autres organisations. Nous allons inviter tous les experts du secteur pétrolier, du secteur minier, pour qu'on échange sur l'avenir de l'Afrique, sur l'avenir du secteur pétrolier en Afrique, sur l'extraction de nos ressources minérales. La 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la CEDEAO, ECOMOF 2024, va se tenir au Palais des Congrès de Cotonou du 22 au 24 février 2024. Un atelier de revue du secteur de l'énergie au 31 octobre 2023 s'est tenu ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'une activité dont la finalité est de faire le point des actions menées sur le plan de contrôle et de la sécurité électrique au Bénin. La cérémonie de lancement de la revue du secteur de l'énergie a été présidée par le secrétaire d'État à l'énergie. Le point dans ce reportage. Contrôle et sécurité électrique, état des lieux et perspectives. C'est sur ce thème qu'est organisée cette revue du secteur de l'énergie au 31 octobre 2023. Une activité qui réunit des cadres du domaine énergétique ainsi que les partenaires techniques et financiers de l'État. Cette revue intervient après celle du 7 avril 2022. La présente revue qui se tient sous le thème « Contrôle et sécurité des installations électriques dans les bâtiments au Bénin » permettra d'examiner le point de l'état des lieux du secteur de l'énergie et le point de mise en œuvre à mi-parcours du programme d'action du gouvernement, secteur énergie, d'apprécier les contributions des projets MCI Bénin 2 et PASE à la qualité du réseau électrique au Bénin, ainsi qu'examiner la situation actuelle et les perspectives sur la sécurité électrique dans les bâtiments au Bénin, et enfin de formuler de nouvelles recommandations. Garantir un accès universel à l'électricité, c'est l'une des préoccupations majeures du gouvernement. En témoignent les investissements consentis et surtout les résultats obtenus dans ce secteur et qui sont rappelés à cette occasion par le chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. La création d'un nouveau centre de contrôle de la distribution d'électricité à l'échelle nationale en dispatch, l'inauguration du centre d'information de coordination du WAC qui a transformé le Bénin dans la capitale d'électricité de la région, la fourniture de meilleurs services aux consommateurs et de prix réduits de branchement au réseau, la fourniture d'un nouvel accès à l'électricité dans les zones non desservies par le réseau national. Ces résultats seront bientôt renforcés par la réalisation de nombreux projets. La construction de la seconde phase du projet des FISOL
projet Forsun, et aussi le lancement de la construction d'ici peu d'une 3e centrale sur le même site, ce qui nous conduira à une puissance installée de 75 MW sur le site d'Ilulofine. Le processus de contractualisation en cours pour l'installation d'une autre centrale solaire de 25 MW à Kandy. La finalisation des études devant conduire à la contractualisation pour la réalisation de la centrale hydroélectrique de Dogobis, centrale dont vous savez qu'elle aura une puissance estimée de 128 MW. Sont prévues dans le cadre de cette revue 3 communications suivies de débats sur l'état des lieux du secteur de l'énergie et le point de la mise en œuvre du PAG, la qualité du réseau électrique et la sécurité électrique dans les bâtiments. Les travaux ont duré une demi-journée. Assemblée générale ordinaire du réseau des femmes élues locales d'Afrique RFLA chapitre Bénin. Les assises sont venues clôturer le processus de naissance du creuset dans notre pays. En plus de s'approprier les tests qui régissent le fonctionnement du réseau, cette assemblée générale a également servi de cadre à la mise en place des organes décisionnels. Ainsi, Lucie Sessinou a été désignée pour prendre les rênes du RFLA chapitre Bénin jusqu'en 2026. Nous allons suivre. Grand jour pour les femmes élues conseillères au Bénin. Elles sont venues des 4 coins du pays pour se retrouver dans la ville de Dassazoumé. Les assises consacrent l'Assemblée générale ordinaire de la session Bénin du réseau des femmes élues locales d'Afrique RFLA. À l'ouverture des travaux, le maire s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour abriter l'événement avant d'ajouter. Qu'on crée de nouvelles traditions. Parce que quand vous vivez depuis les indépendants d'une certaine forme et ça n'a pas donné de résultats majeurs et que depuis 2016 il y a de nouvelles tendances, il faudrait mieux les renforcer par de nouvelles traditions. La naissance du creuset au Bénin est la preuve de l'engagement de ces femmes à se mobiliser et à s'ouvrir davantage au monde. La présente assemblée s'inscrit dans la dynamique de les fédérer autour des idéaux que prône le réseau. Elle a été aussi l'occasion de partager avec leurs pairs de l'équipe pilote du RFLA Afrique de l'Ouest les expériences ainsi que les bonnes pratiques de participation des femmes à la gestion et au contrôle de l'exécutif communal. D'abord, mes remerciements à nos sœurs du Bénin, à notre partenaire GIZ qui nous ont vraiment permis de venir assister à cette assemblée générale, qui nous a permis de partager l'expérience du Bénin, de comment ça fonctionne ici au Bénin. Dans ce monde-là, il faut que la femme ait sa place dans le développement local, en étant femme, et également des défis vis-à-vis de nos maris et également nos frères qui sont à côté. Cadre idéal pour l'appropriation des tests qui régissent le réseau, la rencontre a également été l'occasion d'asseoir les organes décisionnels du RFLA chapitre Bénin pour le bureau transitoire mis en place jusqu'en 2026. C'est au maire de Kétou, Lucie Sessinou, qui est revenue la charge de coordonner les activités et actions du réseau. Elle a promis y mettre du sien en vue de faire rayonner le creuset. Je rassure toutes les femmes élues ici présentes que ma collaboration avec chacune d'elles sera parfaite. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous ferons l'effort d'impliquer chacune en tenant compte des remarques qui sont faites ici, en tenant compte des recommandations de toutes les élues ici présentes. S'il y a des difficultés, je crois que nous allons nous asseoir pour regarder dans le même sens. Parce que l'image de RFLA, c'est l'image des femmes élues du Bénin. Et c'est l'image de tout le pays qui est en jeu. Pour la tenue de cette assemblée générale ordinaire du RFLA chapitre Bénin, les femmes élues locales du pays ont bénéficié de l'appui financier du projet régional de renforcement des capacités pour la décentralisation en Afrique de l'Ouest PRODAO, de la GIZ ainsi que de l'accompagnement de l'Association nationale des communes du Bénin. Deuxième édition des Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin Jonapeb. La deuxième étape des manifestations s'est déroulée dans la commune de Dassa et ces journées sont organisées par l'interprofession poisson d'élevage du Bénin pour faire découvrir aux populations les atouts, les opportunités et les offres de biens et de services de la pisciculture. Imet Hélène Moussou pour plus de précisions. Après Boïkon et Abomey-Calavi l'année dernière, c'est au tour de Ouida puis Dassa d'accueillir l'événement. Les journées nationales du poisson d'élevage sont organisées par l'interprofession poisson d'élevage au Bénin IPEB. Les manifestations ont pour objectif d'informer les participants
sur les défis de développement de la filière. Cette année, elles offrent l'occasion de faire le bilan du chemin parcouru et de définir les perspectives. On attend qu'à l'issue de ces journées, les producteurs de cette zone de production puissent mettre sur pied un certain nombre de récapitulatifs des problèmes liés au développement de la filière et qu'on va devoir donc adresser à l'autorité ministérielle et ensuite trouver aussi les solutions que nous pouvons résoudre à notre niveau. Nous souhaitons que la pisciculture soit encore plus visible dans le département des collines, et notamment les actions que le projet du PADSUD est en train de promouvoir en mettant à la disposition des pisciculteurs une subvention aux espaces piscicoles. Pour cette deuxième édition, l'initiative est soutenue par de nombreux partenaires dont le projet d'appui au développement des filières protéiniques PADEFIP. Ce rendez-vous pour débattre de divers sujets mais aussi pour faire découvrir les avancées enregistrées dans le secteur a également pour but de permettre aux acteurs de tisser des liens d'affaires ainsi que des relations professionnelles. Les 3 jours d'activité ont démarré par une conférence inaugurale axée sur la territorialisation de la filière. La territorialisation permet de dire à une aire géographique donnée, voici ce en quoi vous êtes les plus forts. Et si vous développiez cela, vous allez gagner plus et vite. Parce que vos sols et les habitudes culturelles s'y prêtent le mieux. Ce faisant, l'administration des moyens de travail se trouve d'abord ciblée là et le reste se répartit un peu vers les autres qui font l'accompagnement de la zone principale. Placée sous le thème « La pisciculture béninoise à l'aide des pôles de développement agricole, bilan, enjeux et défis », l'édition 2023 des JONAPEB a été meublée par diverses activités dont une cérémonie de remise, un lot d'équipements composé de tricycles équipés de bacs aérateurs, de filets, glaciers et balances, de même que de chèques ont été distribués aux pisciculteurs de la zone. Le geste s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la composante 2 du projet appui au développement et à l'extension de la pisciculture continentale paysanne. Cet élan de générosité a connu le soutien de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA Pôle 7. Impact de la jurisprudence de la Cour suprême sur l'œuvre juridictionnelle des cours d'appel et des tribunaux de première instance. C'est le thème au cœur des échanges de la 12e rencontre des cours suprêmes, juridiction de fond, auxiliaire de justice et CBDH. Cette rencontre qui intervient après celle de Dassazoumé dans les collines s'est déroulée du 11 au 12 décembre au tribunal de première instance de Djougou. Nous allons suivre les explications de Eliassou Biao Aïne et Victor Dassi, respectivement préfet de la Donga et président de la Cour suprême. Nous allons suivre. Mesdames et messieurs, la Cour suprême, la plus haute juridiction en matière administrative et judiciaire, se doit de prendre la pleine mesure de ses attributs constitutionnels de la plus haute juridiction béninoise en matière administrative et judiciaire de l'État, ainsi que de sa mission traditionnelle d'unification du droit et d'harmonisation de la jurisprudence. C'est à mon avis ce qu'elle a compris en instituant, de concert avec le ministère en charge de la justice, de la législation et des droits de l'homme, les rencontres trimestrielles qui constituent un cadre d'échange périodique, de dialogue, de rendez-vous, de partage sur les grandes orientations et tendances jurisprudentielles qui sont les siennes avec les magistrats chargés de dire le droit en premier ressort et en appel. Mesdames et messieurs, chers collègues, point n'est besoin de rappeler la philosophie ou la logique qui sous-tend nos rencontres, qui en sont aujourd'hui à leur 12e édition. Je voudrais simplement relayer ce matin les propos simples, mais d'une réelle profondeur, d'Emmanuel Kant, qui a dit ceci, et je le cite: « Si la justice périt, la vie humaine sur terre a perdu son sens. Si la justice périt, la vie humaine sur terre a perdu son sens. » Fin de citation. Je trouve ces propos en cohérence parfaite
avec ceux de Martin Luther King, qui a affirmé lui aussi, je le cite, « La paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'existence de la justice pour tous. » Fin de citation. Le dialogue institutionnel entre la Cour suprême, les juridictions du fond, les auxiliaires de justice, vise à créer dans notre pays les conditions nécessaires au règne d'une justice forte, parce que indépendante, efficace et prévisible. Il ne saurait en être autrement quand on sait que depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, notre pays s'est résolument inscrit dans une dynamique d'édification d'un État de droit et de démocratie pluraliste, qui ne repose en réalité, tout le monde en convient, que sur une justice indépendante, animée par des hommes et femmes de compétences avérées, intègres et conscients de leur immense responsabilité dans la construction de l'État démocratique. Il me plaît, à ce stade de mes propos, de saluer et de remercier le garde des Sceaux, ministre en charge de la Justice, pour le soutien qu'il apporte à cette initiative de la Cour suprême. Autre volet de l'actualité nationale, après Cotonou, Porto Novo a désormais son guichet automatique multiservice MTN. À travers ce guichet, MTN Bénin se veut plus proche de sa clientèle de la ville capitale en la rendant autonome pour le dépôt d'argent, le retrait d'argent et même l'achat d'une carte SIM. L'inauguration a eu lieu en présence du maire Charlemagne Yankoti. Nous allons suivre. Un guichet automatique multiservice estampillé MTN Bénin qui rend désormais le client totalement autonome. À Porto Novo, il a été mis en service ce lundi, non loin de l'hôtel Beau Rivage, précisément au niveau de la station Petro. C'est un guichet qui a plusieurs fonctionnalités, aussi bien les services financiers que les services GSM. Sur ce guichet automatique, vous avez la possibilité désormais de faire des retraits d'argent, d'accord, sans assistance physique. Vous venez, vous tapez votre numéro, on va faire le test tout à l'heure, et vous tapez le montant, vous retirez comme dans un guichet de banque. Vous avez également la possibilité de faire du dépôt. Vous déposez de l'argent directement, ça se retrouve sur votre compte. Vous avez également la possibilité côté GSM d'acheter de la carte SIM vierge. Parce que l'objectif final pour nous, c'est de pouvoir vous rendre autonome totalement. Vous pouvez acheter une carte SIM vierge pour pouvoir faire un changement SIM après. Et avec le temps, nous allons implémenter d'autres services comme l'enregistrement automatique de votre pièce, la mise à jour de vos données automatiques. Le changement SIM pourra être possible sur le guichet automatique, de telle sorte que le client aujourd'hui n'ait plus besoin d'aller forcément en agence ou encore 24 heures sur 24, il peut venir se servir lui-même. Les premiers clients, dont le maire de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, et son premier adjoint, qui se sont essayés à ce guichet automatique multiservice de MTN, en sont ressortis émerveillés. C'est un plaisir pour nous d'être associés à l'inauguration de ce guichet automatique multiservice à Porto Novo. Et je crois qu'on ne peut que remercier MTN qui, depuis toujours, est en train de penser à comment satisfaire la clientèle. Et dans ce sens, en plaçant un guichet automatique multiservice à Porto Novo et qui est appelé à fonctionner 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, ça permet de régler un certain nombre de problèmes, entre autres, et le besoin de s'approvisionner en sous à une heure tardive, au moment où les petits serviteurs sont déjà endormis. Et c'est très bon, c'est très bon. On remercie MTN. On remercie MTN et que Dieu les accompagne dans leur business. Nous invitons les populations de Porto Novo à pouvoir l'utiliser. Et ce service est disponible à tout moment et à toute heure de la journée, que ce soit le dimanche, que ce soit le lundi, vous avez accès à tous nos services. Nous vous remercions pour votre fidélité
Et nous continuerons à faire davantage pour améliorer la qualité de nos services et être toujours prêts pour vous et près de vous. À travers ce nouveau service, MTN Bénin se rapproche davantage de sa clientèle de Porto Novo qui désormais 24 heures sur 24 peut retirer de l'argent, déposer de l'argent ou acheter une carte SIM. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à vous tous.